Je vais revenir sur finalement la première partie de cette crise en l'année 2020, qui est différente de l'année 2021 où il y a vaccination, et qui va poser d'autres questions d'ailleurs de relations. Et puis évidemment de l'année 2022 avec l'arrivée d'un variant inattendu par sa transmission qui était Omicron. Sur l'année 2020, jusqu'à en tout cas novembre avec l'arrivée des vaccins, on est dans une grande période d'incertitude scientifique. Ça pose aussi la question de comment un conseil scientifique peut-il conseiller le politique alors même que lui-même ne sait pas grand-chose et découvre au fur et à mesure sur une série de données simples comment les choses se construisent. Pour vous donner un exemple qui est compréhensible, le fait que les personnes qui étaient contaminées puissent transmettre le virus alors qu'elles étaient strictement asymptomatiques, on l'a complètement découvert uniquement à partir de mi-avril ou de fin avril 2020. Et c'est un point fondamental pour expliquer tout l'épisode de transmission, tout ce qui s'est passé durant le premier trimestre 2020, parce qu'on était parti sur la base initiale des autres antécédents du Covid-19, où seules les personnes qui avaient des symptômes pouvaient transmettre. Si vous avez au contraire des personnes qui sont infectées, strictement asymptomatiques, mais qui peuvent transmettre également, évidemment, ça change complètement la donne. Et il y a eu un seul papier dans le New England Journal of Medicine de début février qui avait suggéré qu'il pouvait y avoir quelque chose de ce type. Mais en fait, la vraie démonstration d'un fait scientifique majeur pour la gestion de l'épidémie n'est arrivée que vers le 20 avril. Donc c'est pour vous montrer que la connaissance était finalement très faible et elle s'est faite en assez peu de temps. Le deuxième élément sur cette période très compliquée de gestion, c'est que Alain et moi, pendant cette période, on a été très proches des politiques et au plus haut niveau. Appelons un chat, la crise Covid a été gérée directement à l'Élysée. Après, évidemment, sur toutes les décisions de gestion, d'organisation, etc., le ministre de la Santé a joué un rôle important. Mais l'ensemble des grandes décisions a été prise à l'Élysée. Là, on l'a vu, un président de la République qui connaissait rien à l'ensemble de tout ça, puis qui s'est mis à lire de façon massive, qui avait énormément de données qui lui arrivaient, donc qui construisait sa propre pensée. Ce qui est quelque chose de très très particulier, cette relation entre certains scientifiques et la présidence de la République au niveau direct. Moi, je l'avais connu, mais très ponctuellement, dans les périodes très difficiles des années SIDA, mais pas du tout à ce niveau-là de tension. C'était beaucoup plus étalé dans le temps que ce qui s'est passé avec la notion du Covid. Le troisième élément, c'est qu'il y a un certain nombre de prises de position du Conseil scientifique qui ont été retenues par le politique, et puis il y a un certain nombre de préconisations, entre guillemets, du Conseil scientifique qui n'ont pas été retenues. Je trouve ça totalement normal. Le Conseil scientifique n'est pas là pour se substituer, et le scientifique en général n'est pas là pour se substituer à la décision politique. On est une vraie démocratie en France, rappelons-le, on n'est pas aux États-Unis actuellement. Donc c'est tout à fait logique que la décision soit prise par le politique. Après, il faut qu'il s'appuie, dans une certaine mesure, sur la vision du scientifique. Le dernier point, c'est que durant l'ensemble de la crise, je le redis vraiment, en toute liberté, je n'ai jamais eu de pression de devoir dire telle ou telle chose. Jamais aucune pression au plus haut niveau de l'État pour indiquer la direction dans laquelle on devait aller. Et ça, c'est fondamental. Rappelons qu'en France, on est une démocratie. Et que malgré les tensions qu'il y a pu y avoir durant cette crise Covid, avec en particulier des décisions autour de restrictions des libertés individuelles versus une vision plus collective, on est resté une démocratie. Et après ces premières semaines ou ces premiers mois, au moment de l'arrivée d'un Premier ministre qui a aussi joué un rôle essentiel, parce à la fois pour la création du comité vaccin, mais aussi dans sa gestion de crise, qui était Jean Castex, on s'est posé la question du déconfinement, de comment on allait le faire, et ensuite sur qui on allait s'appuyer, entre guillemets, en vision plus démocratique pour rester dans cet enjeu de science, décision politique et démocratie. Et ça, je regrette, ils ont fait une erreur, c'est-à-dire qu'on leur avait conseillé de mettre en place un comité citoyen. Ce comité citoyen n'était pas là pour, je dirais, prendre des décisions. Décisions, une fois de plus, rester politiques. Mais il aurait pu éclairer, à côté des comités scientifiques ou du comité vaccin, il aurait pu éclairer, donner un avis. Ce qui est fondamental dans la gestion de crise, c'est garder la confiance. Et c'est garder la confiance à la fois des citoyens
vis-à-vis des scientifiques, mais aussi des citoyens vis-à-vis du politique. On a bien vu que ça a fait des hauts et des bas et que la confiance vis-à-vis des politiques a été entamée durant la crise Covid et on en a encore un certain nombre de conséquences actuellement. Et je pense que la création d'un comité citoyen de ce type aurait pu, non pas tout régler, loin de là, mais aurait pu, je dirais, améliorer cette capacité à garder la confiance. Ils l'ont pas fait, ça a failli se faire au niveau national. Ça s'est fait dans un certain nombre de grandes villes. Et en particulier dans des villes comme Nantes, comme Lyon, comme Grenoble, comme Strasbourg, comme Clermont-Ferrand. Il s'est monté des comités citoyens au niveau local qui étaient là pour aider la déclinaison des décisions nationales, ensuite comment les mettre en place au niveau local. Et je pense que ce comité citoyen aurait pu avoir un rôle particulièrement clé dans ce qui est à la fois une des réussites, mais aussi un des maillons faibles de ce qui s'est passé, c'est autour des enfants et de l'école, où on a vu des dissociations entre la pensée de ce que pouvait être le ministre de la Santé ou la pensée de ce que pouvait être le ministre de l'Éducation nationale. Et avec parfois des mesures au niveau de l'Éducation nationale qui étaient décidées un samedi soir pour prendre des mesures le lundi matin, enfin quelque chose qui aurait pu être amélioré, qui ne relevait pas de la science, mais qui relevait de l'aspect pratique, entre guillemets. Alors, avec tout ça, la France est le pays, dans les grandes démocraties européennes, qui a gardé le plus longtemps les écoles ouvertes. On ne le dit pas suffisamment, mais et c'était une vision, ça, qui était très portée par le président de la République. On l'a portée également au niveau du comité scientifique, mais pour en avoir discuté, c'était une vision de garder les écoles ouvertes qui était fondamentale. Et inversement, on aurait pu les garder ouvertes avec un peu moins, je dirais, de vision différente entre le ministre de la Santé et le ministre de l'Éducation nationale. Il y a eu une tentative bien trop tardive concernant la vaccination. La mission avait été donnée de mettre en place le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Il a aussi été évoqué l'idée de monter une concertation citoyenne uniquement sur la vaccination. C'était relativement restreint. Et le faire avec le CESE, le Comité économique, social et écologique, quelque chose. Mais le temps que ça se mette en place, etc., on était à l'automne 2021, donc c'était bien trop tard et donc ça n'a pas servi à grand-chose. Je vais faire cette parenthèse. Je rejoins complètement Jean-François, donc je vais être assez bref sur le fait que les experts sont des experts, le fait qu'ils travaillent de façon indépendante, en confiance et qu'ils soient pluridisciplinaires et on a vu une condition absolument indispensable au succès, mais ils sont là pour conseiller. Ils donnent des avis, des propositions, ils évaluent, ils essaient de répondre à des questions, parfois ils ne savent pas, souvent, ils font de leur mieux, mais jamais ils ne prennent de décision. Et à partir du moment où ce cadre-là est fixé, les choses sont claires. Et à mon avis, il n'y a pas de remise en cause de quelconque élément du système démocratique, que ce soit exécutif ou législatif. Il faut que simplement que ce contrat, qui n'était pas écrit, entre guillemets, qui était même implicite, je dirais, mais qui a, je pense, a fonctionné correctement, de la même façon que Jean-François Delfraissy. Je n'ai jamais été soumis à la moindre pression, et pourtant les contacts avec la présidence étaient très fréquents. Entre janvier et juin 2021, nous avions une réunion en visio avec l'Élysée par semaine, qui durait 2 à 3 heures. C'est exactement le parallèle de ce que tu racontes, où le président était complètement immergé, nous, dans la question de la vaccination, et discutait avec les experts, mais aussi les premiers ministres, les ministres, les directions concernées, que ce soit sur les questions sur la logistique de la vaccination, que sur les indications. Mais jamais sans la moindre pression et avec une écoute, honnêtement, j'ai rien à dire. J'écoutais et après, le gouvernement globalement était susceptible de prendre des décisions qui ne correspondaient pas à ce qu'on pouvait à un moment donné proposer, mais c'est la règle du jeu qui est raisonnable. La temporalité du politique n'est pas la temporalité de la science et du savoir scientifique ou du savoir médical. La temporalité des médias, c'est quelques heures, quelques jours. La temporalité du politique, c'est quelques jours, quelques semaines. La temporalité de la science, c'est souvent plusieurs mois. Et encore, comme l'a rappelé Alain, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé avec les vaccins mRNA qui sont arrivés très très vite. Cette notion, c'est la première différence, c'est-à-dire que on est habitué en sciences ou en médecine à penser, en tout cas sur le moyen terme, le court terme, quand on est en période de crise. Moi d'emblée, j'avais plutôt évoqué l'arrivée par exemple d'antiviraux pour le début de l'année 2021. Ils sont arrivés un peu plus tard et avec
d'ailleurs avec un succès modéré, mais d'emblée j'avais donné ce temps-là. Pourquoi faut-il autant de temps ? Je rappelle qu'il nous a fallu 15 ans pour les antirétroviraux dans le VIH et 10 ans pour les antiviraux dans l'hépatite C, qui sont des succès extraordinaires. Ça s'est compté en années, alors que là, ça s'est compté en mois. Donc, on est habitué dans la communauté scientifique à une forme sinon d'humilité, en tout cas de reconnaître, enfin de savoir que voilà, on passe pour avancer. Il y a des situations d'échec, il y a beaucoup d'incertitudes qui restent. Le politique, lui, et c'est normal d'ailleurs, est habitué et a été formé pour décider. Si on regarde, ça rejoint la question ensuite de la relation entre scientifique et politique. Quand on parle des politiques, de qui parle-t-on ? On parle en fait d'un mélange entre les politiques qui sont élus et d'un certain nombre de très hauts fonctionnaires qui tiennent la France, et où il y a des gens d'ailleurs très remarquables, qu'on a découvert, je pense, avec Alain à ce moment-là, avec des gens qui ont des visions, des collectifs qui sont très très remarquables. C'était le cas par exemple de Nicolas Revel, qui a été le directeur du cabinet du Premier ministre, mais il y en a d'autres. Finalement, on dit qu'il y a 300 personnes qui ont le pouvoir en France, et sur ces 300 personnes, il y en a 280 qui sont sortis de l'ENA. Y compris même au ministère de la Recherche, où le plus souvent, le directeur du cabinet ou de la ministre de la Recherche est un énarque et non pas un scientifique. Ce sont des gens qui sont, une fois de plus, qui ont le sens du public, vraiment pour beaucoup d'entre eux, qui ont une très grande acuité intellectuelle et de rapidité de raisonnement, mais qui sont très loin des problèmes de la science. Il y a, parmi nos décideurs politiques, un éloignement de la science qui s'est fait progressivement, qui explique beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange avec les scientifiques du quotidien, et là il y a eu lieu, ce mélange a eu lieu, et on voit que quand il a lieu, d'ailleurs les choses ne tournent pas si mal que ça finalement, et que ce mélange est possible, il est même souhaitable évidemment en temps de crise, mais il doit être souhaitable en dehors de la crise. Et c'est probablement une des faiblesses du modèle français. Par rapport, par exemple, au modèle allemand, en Allemagne, le fait d'être docteur, entre guillemets, permet à la fois d'être un scientifique de bon niveau, mais aussi de rentrer décision et dans l'infrastructure des hauts fonctionnaires allemands. On rappelle que Angela Merkel, qui était au début de la crise Covid, est elle-même issue du milieu scientifique, et était elle-même docteur, et le fait d'avoir passé une thèse, je dirais, d'avoir subi des échecs dans la question qu'on posait, d'avoir fait ces 2 pas en avant, un pas en arrière, etc., permet d'avoir une vision qui est différente de celle de gens qui sortent d'une école, qui sont habitués, qui sont formés à décider, mais qui du coup laissent peu la place au doute. La leçon que je retiens moi de cette aventure, c'est qu'il faut qu'on arrive à la fois à avoir une formation au niveau des décideurs politiques qui soit un tout petit peu plus mitigée, qui a remplacé l'ENA essaie de le faire mais avec difficulté, mais que de l'autre côté, un certain nombre de scientifiques doivent aussi admettre le fait qu'ils ne doivent pas rester toujours dans leur tour d'ivoire et être prêts à un dialogue avec le politique, même si je reconnais que c'est pas facile. J'ai trouvé globalement quand même, malgré les limites que Jean-François Delfraissy vient d'évoquer, sur la culture scientifique du monde politique, qu'il percevait cela. Et ça s'associe à une attente un peu terrible. C'était une impatience extrême sur les avis. Si on disait je ne sais pas, il revenait à la charge 24, 48, 62, enfin bref, voilà. Probablement c'est là que nos conseils ont eu, si je me permets, un petit avantage par rapport aux agences qui auraient pu faire le job éventuellement, aux autorités de santé, au Conseil de la sécurité, de la santé publique, etc. C'est que nous avions un fonctionnement extrêmement souple. Nous, dans la mesure du possible, essayer de répondre très vite, encore une fois, même si c'était en disant je ne sais pas parfois, aux questions posées, était prêt à y revenir le lendemain, le soir, etc., etc. Donc notre niveau de réactivité, parce qu'on était bloqué par rien, nous n'avions pas, enfin on avait des chartes, je dirais plus de nature éthique que organisationnelle sur notre mode de travail. Je pense que c'était la même chose pour le conseil scientifique. Et donc nous avions une souplesse extrême, une réactivité. Et les gens concernés étaient motivés pour faire le job et donc prêts à répondre, à réfléchir quasiment en temps réel face à une nouvelle question. Je me souviens, par exemple, malheureusement, un des vaccins contre le Covid de façon exceptionnelle, mais
pouvaient donner des incidents dramatiques, coagulation et en même temps des saignements, et qui ont affecté un tout petit nombre de personnes, mais de façon dramatique avec quelques décès. Cela est survenu en mars 2021 et il a fallu réagir en 24-48 heures face à ce premier cas, alors qu'il ne comprenait absolument rien. Et donc il fallait essayer de faire des préconisations, des propositions sur qu'est-ce qu'on faisait de ce vaccin, est-ce qu'on pouvait encore l'utiliser ou pas, enfin, etc. Dans un contexte dramatique pour certaines personnes, et évidemment avec des conséquences en termes de communication. Là, notre avantage, c'est que nous n'avions pas de règles de fonctionnement qui limitaient, et je pense que c'est là que on a apporté, je pense, un certain avantage dans l'interaction entre décideurs politiques et experts scientifiques. Cela dit, on pourrait prévoir à l'avenir des modalités d'évolution spéciales d'agences existantes qui mettent en place, si nécessaire, en situation de crise, je ne sais pas, des conseils qui aient des règles extrêmement souples où on s'abstienne des règles classiques de fonctionnement, par exemple. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a eu un intérêt à un fonctionnement avec ce type de conseils tels qu'ils ont existé pendant la crise Covid.